Je vais évoquer avec vous le bilan des différentes élections en Europe qui se sont déroulées le dimanche 18 mai 2025, car c'était une journée particulière avec 3 pays concernés. Il y avait d'abord le second tour des élections présidentielles en Roumanie, qui opposait un certain Dan à un certain Simion. Alors, Georges Simion, pour être précis, c'est le patron de l'AUR, l'Alliance pour l'Union des Roumains, qui est un parti de droite nationale, qui est associé au groupe ECR de Giorgia Meloni dans l'Union européenne, qui est un parti qui pèse quand même, aux dernières élections législatives, 18% des voix. Et donc ce Georges Simion, qui n'avait fait que 15 ou 16% lors du premier tour de l'élection présidentielle roumaine annulée, a réussi à faire 41% des voix au premier tour de la nouvelle élection roumaine. Un score très important, mais qu'il faut nuancer par un élément qu'il ne faut pas oublier. C'était le seul candidat de droite nationale, si on peut dire, dans cette élection, les autres ayant été empêchés de se présenter. Donc, il fait 41% des voix, certes, mais il ratisse le plus large possible. Et quand on regarde effectivement les résultats du premier tour, on voit que les reports de voix peuvent être très compliqués. Bien sûr, sur le papier, quand on part à 41% des voix et que son adversaire est autour de 22 ou 23% des voix, on se dit que normalement, dans un monde idéal, c'est gagné. Mais souvenez-vous du Rassemblement national aux dernières élections législatives. Dans un certain nombre de cas, ils avaient une belle avance et pourtant, à l'arrivée, ils perdent. Donc, l'avance ne suffit pas. Il faut des réserves de voix. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais complètement négligé cet aspect. J'avais cru comprendre qu'un des candidats qui avait fait 13 ou 14%, un certain Ponta, avait appelé à voter Simion, mais en fait, c'était une erreur. Aucun des candidats éliminés n'a appelé à voter pour Georges Simion. Ils ont tous appelé à voter pour Nicusor Dan, qui est par ailleurs le maire de Bucarest, donc il pouvait escompter une plus-value dans la capitale. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Notre ami Conversano, qui vit en Roumanie, a soutenu Georges Simion, ce qui en soi est une bonne chose, même si certains lui reprochent d'avoir idéologiquement dérivé dans cette affaire, parce qu'effectivement, Simion a été soutenu, par exemple, par les pro-russes, même si Simion a bien dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas pro-russe. Mais de toute façon, la Russie veut déstabiliser l'Union européenne et est prêt à s'associer avec quelqu'un qui n'est pas pro-russe non plus, contre les pro-européens au sens strict. Comment les médias ont présenté l'affaire? Le pro-européen a gagné. Voilà comment ça a été dit. Et c'est là, je pense que l'erreur de Simion s'est placée. Il aurait dû plutôt prendre Trump comme modèle, prendre plutôt Meloni. Adoucir un peu les choses, et ça serait sans doute passé. Mais il a voulu s'inscrire dans la démarche de Georgescu pour récupérer cet électorat. Il n'a pas su ensuite se redéployer. Alors, au résultat, ça donne quoi? Ça donne donc le maire de Bucarest, Dan, qui obtient 53,6% des voix. Pardon. Donc, par déduction, vous comprenez que son adversaire obtient 46,4% des voix. Ce n'est pas une défaite déshonorante, mais il n'a progressé que de 5 points entre les deux tours, avec certes une mobilisation électorale un peu plus marquée, mais pas tant que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il perdu? Est-ce que c'est par la faute de services secrets français, comme le disent certains complotistes? Est-ce que c'est par la faute de fraude massive? Non. Vous regardez le premier tour, vous comprenez. Il a progressé de 5 points entre les deux tours, donc il a récupéré une partie des électeurs des autres formations, mais c'est tout. Il a échoué totalement à se rallier le vote magyar, donc les minorités ont voté pour son adversaire. Il n'a pas su être rassembleur. Or, quand on veut être président d'un pays, même si le président de la Roumanie n'a pas le pouvoir d'un président français, il faut rassembler, il faut rassurer. Ça ne veut pas dire se renier, mais ça veut dire arrondir les angles. Par exemple, sur l'Union européenne, il peut être plus nuancé, etc. Et résultat, il n'a pas su faire ça. Il a refusé 5 débats sur 6. Pas bon. Quand on est fort, quand on se sent solide, on débat en permanence. Et le seul débat qu'il ait accepté avec son adversaire, il l'a plus ou moins perdu, il n'a pas été bon. Alors on l'a vu à l'étranger, il a même été interrogé en France, mais c'est en Roumanie qu'on vote. Donc des erreurs stratégiques, parce qu'il n'a pas su clairement calmer le jeu sur l'Union européenne, parce qu'il a trop dénoncé des magouilles, etc. et compagnie. Au premier tour, ça pouvait se comprendre, ratisser la colère des gens, mais pas au deuxième. Au deuxième, on rassemble. Et il a échoué. Il a échoué, donc il est puni dans les urnes. En fait, les Roumains n'ont pas imaginé un rôle de président, en tout cas pas assez. C'est d'ailleurs un reproche qu'on pourrait faire à quelqu'un comme Jordan Bardella. J'y réfléchis sur le chemin tout à l'heure, et je me rends compte de quelque chose. Je me dis, vous savez que dans les mairies, dans les administrations partout, vous avez un portrait du président de la République. Là, vous avez le portrait d'Emmanuel Macron,
qui met ses mains sur le bureau, etc., pour donner une impression de virilité et de force. Bon, c'est pas fantastique. Mais au début où il a été élu, beaucoup de gens avaient imaginé qu'il était efficace et autres. On a découvert l'envers du décor, mais bon. Maintenant, vous prenez cette photo-là et vous mettez Jordan Bardella, barbu ou pas, dans le cadre. Et vous regardez ce que ça donne. Je me suis posé la question, je me dis, pas très crédible. Pas très crédible pour Marine Le Pen non plus, d'ailleurs. Et le problème, c'est l'incarnation d'une fonction. Si vous ne représentez pas la fonction, si on ne vous voit pas dans le rôle, on ne vous le donne pas. Vous savez, c'est comme l'acteur de cinéma ou l'acteur de théâtre. Si le réalisateur ne vous voit pas dans le rôle principal, il ne vous prend pas. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, je me dis que le RN, même si certains sondages pouvaient laisser penser qu'il pourrait gagner, et ça reste tout à fait théorique, au final, il ne gagnerait pas pour les mêmes raisons que Georges Simion. Donc, la raison, je l'ai dit, ce n'est pas une intervention extérieure. Alors, pourquoi est-ce que les théories conspires, évidemment, récupérées et mises en exergue par tous les souverainistes français et autres, ont encore été mises en avant? Parce qu'on a un système qui fonctionne toujours de la même façon. C'est-à-dire, vous avez les euromondialistes et vous avez les souverainistes. Et les uns et les autres s'enrichissent des mensonges d'enfin. Donc, vous avez des gens comme Valérie Hayer et d'autres qui ont prétendu qu'elles allaient influencer le vote. Alors, quand elle voulait dire ça, elle voulait dire convaincre les gens de voter autrement, pas de tricher ou de faire pression. Les gens, c'est manipulé par leurs adversaires. Et le patron de Telegram nous explique qu'effectivement, il y aurait eu des pressions françaises qui auraient été exercées sur Telegram. Donc, l'impact réel sur un résultat où c'est une défaite 53-6, donc je vous disais 46-4, ça compte pas. Vous voyez bien qu'il y a un décalage électoral d'un nombre important de gens. Donc, combien même il y a eu peut-être des petites manœuvres à la marge, elles sont sans incidence réelle sur le résultat. Donc, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas une manipulation, il y a simplement une défaite à la régulière d'un candidat qui, a beau être de droite nationale, eh bien, a échoué à convaincre et à gagner. Il aurait pu, je pense, mais il n'a pas fait les bons choix stratégiques et il a donc favorisé la propagande mondiale. Parce que la propagande, elle existe, il ne faut pas se mentir non plus. Mais elle n'est pas directe. Ce sont les pressions. Et ces pressions, elles sont réelles. L'électeur roumain s'est dit, demain, on va peut-être me supprimer des subventions. Peut-être que l'Union européenne, qui donne aujourd'hui plus à la Roumanie que la Roumanie ne verse, va me couper les vivres. Donc, c'est peut-être faux, mais il y a cette panique-là. Ça joue pour quitter l'euro, ça joue pour plein de choses. Donc les gens se disent, oulala, c'est bien gentil Simion, mais là, il s'agit quand même de l'avenir de la Roumanie, l'Union européenne en a besoin, etc. Et ça a été le cas de ce vote. Voilà, le vote s'explique. Il faut de l'Europe identitaire. Donc, il ne faut pas dire on fait du nationalisme classique et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, les gens de plus évolués des grandes villes, etc., bien, ils disent non, on ne veut pas, on a besoin de l'Union européenne, c'est tout. Nous, on critique l'Union européenne parce qu'on est dedans et qu'on a vu certains défauts qui ont fait sont dus d'ailleurs à l'État français, mais eux ne voient pas ça comme ça. Donc, il y a eu la peur là-dessus. Peur d'une rupture avec l'OTAN, que pourtant Simion ne prenait pas, etc. En fait, le problème de Georges Simion, c'est qu'il a été identifié par le système comme l'héritier de Georgescu dans cette affaire, alors qu'on sait qu'il n'a pas les mêmes positions. Il aurait dû peut-être marquer beaucoup plus sa distance avec Georgescu dès le premier tour. Il n'a pas osé le faire. Il fallait effectivement rassurer. Et rassurer, c'est pas trahir, c'est simplement arrondir les angles. Et il n'a pas bien su le faire. Par exemple, lorsqu'il fait 41% des voix au premier tour, il dénonce déjà des tricheries. Est-ce que c'était habile? Et là, il nous fait une Trump, alors que disons, tout laisse penser qu'il va perdre. Il dit j'ai gagné. Bon, il dit j'ai gagné. Pour arriver, il perd avec 6 points de décalage. Bon, il n'a pas gagné. Je trouve qu'il faut vraiment que la droite populiste arrête cette idée que les élections dans les pays d'Europe occidentale et centrale sont truquées. Il y a un pays qui triche aux élections, c'est la Russie. Et un autre pays, c'est l'Ukraine, d'une certaine manière. Et un troisième pays, c'est le Bélarus. Bon, pour l'Ukraine, aujourd'hui, les élections restent théoriques. En Serbie aussi, ça triche. Mais oui, ce sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Je ne crois pas qu'il y ait de grosses triches en Roumanie, en Bulgarie ou en Pologne aujourd'hui. Alors, il y avait la Roumanie, et puis il y avait d'autres pays. Et on va voir que les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Il y a notamment la question de la Pologne. Alors, les résultats polonais sont extrêmement intéressants et ça annonce un second tour qui va être là aussi très compliqué. Et on va voir les dynamiques électorales qui vont s'établir, car dans le cas présent,
on n'est pas du tout dans une situation où le candidat le plus à droite, on va dire, n'a pas de réserve de voix. C'est exactement le contraire. Alors voilà le résultat. Vous avez Rafał Trzaskowski, qui est le candidat de Tusk, donc le candidat du parti au pouvoir, le parti qui a gagné les législatives, le PO. Il a fait 31,36% des voix. Il sort premier, c'est un petit avantage symbolique, mais ça reste un avantage limité. Son adversaire du PiS, le parti donc droit et justice de Kaczynski, qui ne se présente jamais, c'est Karol Nawrocki. Il est censé remplacer le président Duda, lui aussi issu du PiS. Alors, bien entendu, ce candidat perd 14 points par rapport à son prédécesseur. Mais il reste deuxième de manière assez élevée. Les sondages le mettaient extrêmement battu. Les sondages, il y a un mois, qui mettaient du 37-23 et des choses comme ça. Ben, c'est pas ce qui s'est passé. Le candidat du parti au pouvoir n'a pas cessé de baisser, et le candidat d'opposition, donc, n'a pas cessé de monter. Il obtient 29,54. Ça veut dire qu'il a moins de 2 points de décalage. Et alors, c'est le reste qui va jouer. Les reports. Or, il a des reports plutôt favorables. Mais on verra que ça va se jouer à très peu. Il a le vote peut-être une partie des électeurs de Sławomir Mencen. C'est le candidat de la Confederacja, l'alliance des droites nationalistes donc polonaises. Ça peut comprendre Korwin-Mikke, ça comprend le Rassemblement national qui s'appelle le Ruch Narodowy polonais, ça comprend tous ces gens-là. Et il fait un bon score, 14,81. C'est pas mal. 14,81. Bon, il était attendu dans les sondages au début à plus haut, puis il a baissé. Et surtout, il a été gêné par un candidat d'une confédération autre, en fait, d'une dissidence, la confédération de la nouvelle croix ou nouvelle couronne, je ne sais plus, d'un certain Gregor Braun. Alors, ce Gregor Braun, c'est l'extrême droite radicale, ultra-catholique, ultra-antisémite, monarchiste, etc. Et ce candidat est connu pour avoir notamment éteint un arbre religieux, etc. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est un dur de chez dur. Il a été dégagé de la Confédération, il est donc sous ses propres couleurs. Il avait fait moins de 2% des voix aux précédentes présidentielles, où il a été candidat, et là, il fait 6,34. Alors, 6,34, c'est pas considérable, mais pour un candidat aussi radical que celui-ci, c'est très bon. Donc, si les 21 points de ces deux partis d'extrême droite, on va dire, se rajoutent à Nawrocki, il passe la barre des 50. Ah oui, 14,86, 34, on est sur 20, c'est 1,1. Je rajoute 29,54 et 21,1. Le PiS gagne. Ça, c'est théorique, parce qu'il peut y avoir des électeurs qui n'ont pas voté qui vont venir en renfort du candidat du PO, etc. Mais sur la base actuelle, dans le report est plus favorable au candidat du PiS qu'au candidat du PO. Alors après, il y a un certain Simon Jolovnia, qui est un libéral conservateur, on ne sait pas trop pour qui il va appeler à voter. Il y a ensuite les candidats de gauche, mais qui sont marginalisés. Donc il y a un certain Adrian Zandberg, pour la gauche classique, 4,86, donc vraiment réduit. Magdalena Biejat, gauche plus radicale, 4,23. Donc ça, c'est des pouvoirs qui vont peut-être aller à Trzaskowski, mais c'est la gauche radicale, donc c'est pas sûr qu'ils disent pas blanc-blanc, on s'abstient. Enfin, un dernier candidat d'extrême droite, Marek Jakubiak, qui dirige les Libres Républicains, qui est un parti de droite nationaliste également, et tous ces gens sont plutôt anti-européens, et il obtient 0,77% des voix. C'était l'ancienne formation qui s'appelait Cookies 15. Cookies 2015. Donc Cookies 15 qui avait rassemblé des nationalistes de différentes choses, qui avait connu son heure de gloire à une époque et qui maintenant est complètement marginal. Donc voilà, ça veut dire que si on rajoute ces gens-là, on a encore un peu plus. Donc sur le papier, en imaginant que toute la gauche vote et que tous les libéraux votent pour Trzaskowski et qu'il y ait un rapport exceptionnel de voix de l'extrême droite pour Nawrocki gagne. Mais ça, c'est théorique. Ça, c'est sur le papier. Voilà en tout cas où nous en sommes. Et donc, le second tour va être très, très acharné, comme d'ailleurs les législatives, qui avaient été gagnées par le PO, mais ça n'a pas été à l'arraché. Là, même problème. Et donc, évidemment, le candidat Trzaskowski a commencé à durcir le ton sur l'immigration, etc. Un peu tard pendant la campagne, ça n'a pas payé assez, mais ça peut jouer pour le second tour. On verra ce qu'il en est. En tout cas, vous avez la Pologne vote très à droite maintenant, il n'y a pas de débat. Sachant que le PO est un centre droit, proche du PPE, on n'est pas sur la gauche. La gauche en Pologne, elle est ratiboisée. Je l'ai dit, elle ne fait même pas 10% tout réuni. C'est dire si les électeurs n'en veulent plus. Et dans un pays où la gauche est forte également, le Portugal, il y a eu des surprises. Alors,
c'est très compliqué le système portugais, parce qu'à une époque, vous aviez deux partis qui s'appelaient le Parti socialiste et le Parti social-démocrate. Vous disiez avec ça, vous n'avez que de la gauche. Les deux grands partis, c'était ça. Dans les faits, le Parti social-démocrate, malgré son nom, était un parti de centre-droit. Il a eu, par exemple, Barroso comme patron. Et puis, le Parti socialiste, c'est la gauche. Donc, vous avez un PSD de centre-droit et un PS de gauche. Sauf que ce PSD n'a jamais cessé de perdre des voix et qu'il a été contraint de s'allier avec le CDS et l'équivalent du Parti populaire au Portugal, du parti espagnol du même nom, pour former l'Alliance démocratique. Et donc, tous ces gens-là réunis, la droite classique plus le Parti social-démocrate, donc une droite plus dure par rapport à ce Parti social-démocrate avant, obtient 32,1%. C'est une nette victoire et un net rejet de la gauche. Le Parti socialiste est deuxième, mais il perd 5 points. Il obtient 23,38%. Ça reste le deuxième parti, même s'il a 9 points de retard, c'est beaucoup, et peu à la fois. C'est un parti qui était beaucoup plus puissant. La surprise vient de Chega, ce parti qui veut dire ça suffit, et qui est dirigé par un certain Andrea Ventura. C'est une droite nationale ou nationaliste, alliée d'ailleurs du Rassemblement national en France, et il obtient un score remarquable de 22,56% des voix, alors qu'il avait obtenu que 18% il y a peu de temps, finalement, progression de 4 points et demi. Il a failli passer devant les socialistes. Et surtout, il est premier dès 18-30 ans, ce qui le promet un avenir meilleur encore. L'immigration, les Portugais n'en peuvent plus. Ça commence à être un problème à Lisbonne et ailleurs. Pour avoir discuté avec un collègue d'origine portugaise, il me disait que c'était tout à fait normal au Portugal compte tenu de la situation. Les Portugais ne supportent pas le changement de peuple, si on peut dire, et le manifestent par une colère. Et donc la gauche baisse. Alors vous avez bien sûr d'autres partis quand même de gauche. Vous avez le parti qui s'appelle Livre en français. Ça serait comme ça que ça s'écrit, mais c'est un parti écologiste. Donc ce sont des initiales pour des Verts. Ils font 4,2%. C'est dire si l'écologie au Portugal aujourd'hui est un thème peu porteur. Alors après, il y a les radicaux. Après, il y a les communistes eurosceptiques, le CDU. Alors le CDU, ça peut être marrant comme nom parce que c'est pour sa partie allemande de droite, mais non. 3,03%. Vous avez un bloc de gauche. Alors là, c'est extrême gauche. 2%. Vous avez un parti de défense des animaux. 1,36%. Et alors, vous avez une multitude de petits partis d'extrême droite par la suite. Donc, vous avez un parti qui s'appelle ADN. Rien à voir avec l'émission de Conversano et Cormier-Denis. Donc, cette Alliance démocratique nationale et autres, 1,32%. Ce qui veut dire que malgré tout, malgré l'effet Chega qui ratisse large, il y a quand même des partis d'extrême droite qui font des scores berdiques, mais qui se rajoutent au score de Chega. Vous avez ensuite un parti qui s'appelle Anguete, qui veut dire lève-toi. Alors ça, c'est l'ancien PNR, le Parti national rénovateur, qui n'avait jamais réussi qu'à végéter. En fait, on voit bien, et c'est ça la leçon qu'on apprend, c'est que les partis qui sont hérités de la vieille extrême droite, dans tous les pays d'Europe, qui sont héritiers donc des partis qui ont pu exister avant 1945, ou après 1945 d'ailleurs, ne réussissent pas. Il n'y a pas d'héritage là-dessus. Donc, ils font des scores lilliputiens. Le PNR, donc l'ex-PNR, Lève-toi, fait 0,15% des voix. Troisième candidature d'extrême droite quand même, ça veut dire qu'il y a quand même des petits partis qui veulent y aller. Il y a un parti qui s'appelle la Nouvelle Droite. Alors cette Nouvelle Droite est très bizarre, puisque la dirigeante de cette Nouvelle Droite est d'origine angolaise. En termes clairs, c'est une métisse ou une africaine qui dirige un parti anti-immigration et anti-européen. Ça ne s'invente pas non plus. Donc, une candidate de la diversité pour représenter une liste d'extrême droite qui a obtenu 0,14% des voix. Il y a quand même des choses baroques et bizarres dans la politique, c'en est une. Vous avez des gens issus de la diversité qui se posent en champion d'anti-immigration. C'est quand même paradoxal. Enfin, vous avez une liste des monarchistes. Bah oui, il y a des gens qui pensent que c'est utile d'être monarchiste aujourd'hui et qui ont fait 0,09% des voix. Mine de rien, tous ces petits partis-là, ça fait 1,5 points. Si les gens qui ont voté pour ces partis avaient voté pour Chega était devant le Parti socialiste. Donc, à un certain niveau, on se demande l'intérêt de voter pour ces petites listes-là. On est sur des listes militantes, on est sur des listes idéologiques, mais ce n'est pas un vote très utile dans le contexte actuel. Donc, pour dire les choses clairement, lorsque vous faites une liste d'extrême droite dure, eh bien, vous êtes complètement marginalisé par un parti national qui est plus modéré. Alors, on peut penser ce qu'on veut de cette modération, en commençant par le Rassemblement national en France,
Mais c'est une donnée. Vous votez pour l'AfD en Allemagne, vous ne votez pas pour la NPD. Vous votez pour le Rassemblement national, vous ne votez pas pour le PDF. Et à la rigueur, pour Reconquête, enfin Reconquête, aux législatives, c'est 2% des voix. Hein, c'est-à-dire que concrètement, lorsque vous votez utile, Reconquête est dégagée. Lorsque vous pouvez voter librement pour la proportionnelle, Marine Maréchal elle a atteint péniblement les 5% des voix. Donc il n'y a pas d'espace aujourd'hui pour des partis simplement plus à droite que les partis de droite en question. Ça vaut pour Homeland Party, écrasé évidemment par un Reform UK de Farage qui atteint parfois 30% dans les sondages. Ça vaut pour tout ce qui serait à la droite de Vox en Espagne. Ça vaut pour les groupuscules italiens en dehors de Fratelli d'Italia et de la Lega. Ça vaut un peu moins pour la Grèce parce que le mode de scrutin grec est très proportionnel donc à aide, mais ça vaut pour tout ce qui serait à droite du FPE, tout ce qui est à la droite des démocrates suédois. Il y a des partis nationalistes plus durs à la droite des démocrates suédois, ils sont écrasés. Même chose en Finlande. Il y a des pays où effectivement la droite plus dure pèse. C'est le cas en Pologne, la Confédération est relativement dure. Et même l'AfD, en Allemagne, je vous dis, elle étouffe tout ce qui pourrait exister. Donc le problème, il est là aujourd'hui en Europe. Alors vous avez des pays où l'extrême droite était très forte et où elle s'est effondrée, par exemple la Bulgarie. Vous avez des pays où il n'y a pas encore vraiment un grand parti d'extrême droite, comme l'Irlande, d'où la possibilité qu'il y ait un candidat qui sorte de la société civile, par exemple ce sportif culturiste, McGregor, qui voudrait y aller, mais en tout cas, il n'y a pas de parti constitué. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément grave, ça peut se faire autour d'une personnalité, effectivement c'est le cas. Le cas de Ventura et de Chega, c'est totalement ça. Souvent, en fait, ces partis de droite nationale sont issus de scissions de la droite classique. L'AfD est à l'origine une scission de la CDU. La seule exception est de la FPE autrichien. Seul le FPE autrichien a une histoire ancienne. Il est apparu dès les années 50. C'est un parti qui, par certains aspects, était l'héritier des formes de fascisme autrichien, populiste catholique et autres, et un peu du national-socialisme autrichien, mais un tout petit peu. C'est un parti qui pesait relativement peu, comme le MSI italien, et puis c'est une figure qui était Ryder, qui a donné à ce parti une dimension beaucoup plus importante, en gagnant la Carinthie, dont il est devenu gouverneur, et c'est une dynamique qui ensuite, même après son départ, a continué, avec des va-et-vient, des baisses et des montées, mais le FPE est un parti institutionnel en Autriche. Donc, dans le cas polonais, pour résumer, ça va être difficile pour le candidat de Tusk et du PO, mais c'est pas perdu parce qu'il y a des gens qui vont aller voter et qui n'avaient pas voté au premier tour, parce qu'il n'est pas certain, et en plus, que les votes nationalistes se retrouvent tous pour le candidat du PiS. Certains vont rester chez eux, d'autres vont peut-être même voter pour le candidat de Tusk, on n'en sait rien. Mais là aussi, la gauche pourrait ne pas voter des reports en faveur du candidat du PO. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas simples. Il y aura des surprises. Sur le papier, je donne un petit avantage au PiS. Je ne le souhaite pas, mais je le sens. Ce n'est pas certain, toutefois. En Roumanie, j'avais senti que Simon pouvait gagner, vous avez vu, j'ai perdu. Donc, quant au Portugal, c'est un système à la proportionnelle. Il n'y aura pas d'alliance entre la droite et Chega, quasiment certain, mais la droite a fait un bon score et aura un socle confortable pour gouverner. Voilà à peu près où on en est de ces élections en Europe qui avaient lieu ce dimanche. Donc Pologne, on pourrait dire pour le camp libéral et le camp conservateur ou souverainiste 0-0 pour l'instant. Match nul, on verra qui en sera au second tour. Pour la Roumanie, le camp libéral a gagné contre le camp conservateur. Et dans le cas du Portugal, il y a un beau résultat de Chega. Voilà où on en est exactement. C'est assez intéressant d'évoquer tout cela.